Monsieur le porte-parole du gouvernement, du Premier ministre, si l'on veut partager le gâteau, a rappelé hier le président de la République à un congrès avide de l'entendre, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Si j'en crois la dernière publication de Challenge, ce gâteau existe. Il augmente même, puisque ces 10 dernières années, la fortune des 500 Français les plus riches, 650 milliards, cette fortune a doublé, celle des 10 plus riches, quadruplant. Monsieur le Premier ministre, monsieur le porte-parole, à quand un nouveau plan pauvreté pour ces malheureux? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Monsieur Griveaux. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, la question du partage des richesses n'est pas infondée dans notre pays. Nous en avons 2 conceptions très différentes. Vous considérez que le gâteau, une fois produit, doit être entièrement mangé pour que les meilleurs boulangers et pâtissiers du pays aillent ensuite produire des gâteaux à l'extérieur de nos frontières nationales et que nous nous retrouvions affamés. Notre conception, c'est au contraire de faire en sorte que les boulangers, pâtissiers, les apprentis de ce pays aient envie d'entreprendre, aient envie de cuisiner, aient envie de se dépasser et puissent produire plus de gâteaux dans un pays où nous pourrons ainsi le redistribuer. Et ce travail-là, il a été engagé par la majorité. Il a été engagé dans le cadre, par exemple, de la suppression des cotisations sur le travail pour faire en sorte que le travail des boulangers-pâtissiers que sont les travailleurs de ce pays paye mieux. Je n'ai aucun doute que, par souci, vous m'interrogez sur le plan pauvreté, par souci d'équité vis-à-vis des gens qui travaillent dans ce pays, vous soutiendrez la proposition du gouvernement qui sera étudiée dans le cadre du projet de loi Pacte de supprimer le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés pour leur permettre de bénéficier du partage de la richesse. Là, vous seriez en pleine cohérence avec ce que vous dénoncez habilement, ayant gardé 1 minute 20 pour pouvoir répondre à la réponse que je vous ai faite. Je ne doute pas, monsieur le sénateur, que vous ferez une bonne recette des éléments que je vous ai livrés à l'instant. Trêve de plaisanterie, monsieur le sénateur. La richesse dans ce pays, elle a été inégalement répartie depuis un demi-siècle. Ce sur quoi nous travaillons, c'est à sa meilleure répartition. Nous y avons consacré un projet de loi qui sera débattu sur ces bancs et il mérite, ce projet de loi, que nous le traitions loin des caricatures, avec intérêt et avec acuité, afin de permettre à ce que le maximum des salariés de ce pays puissent bénéficier des fruits de la croissance. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Président de la République vient de souffler sa première bougie à la tête de la France. Illusions, communication et contradictions sont notre quotidien depuis 1 an. Son discours fleuve devant le Congrès hier, dont la cohérence aura échappé à beaucoup, ressemblait à s'y méprendre au discours d'un chef de parti. Il ressemblait aussi à un discours de politique générale, c'est-à-dire à un discours de chef du gouvernement, un discours de Premier ministre. Nous avons entendu éberluer sa proposition de modifier la Constitution pour lui permettre, à lui, président, de participer au débat parlementaire devant le Congrès. Nous connaissions déjà la volonté d'omniprésence du président. Plus grave encore, nous découvrons le peu de considération qu'il porte à l'esprit de la Ve République. Dans la Ve République fondée sur le bicamérisme, il revient au Premier ministre, c'est-à-dire à vous, chef du gouvernement, de défendre votre action et d'en débattre avec le Parlement. Le président dit répondre aux injonctions de M. Mélenchon. Voudrait-il la 6e République de M. Mélenchon? Celle d'un régime présidentiel où le Premier ministre s'efface doucement pour finir par disparaître? Ma question sera simple, Monsieur le Premier ministre. Souhaitez-vous, tout comme le président de la République, la disparition de la Ve République et de la fonction que vous exercez? Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs,
les sénateurs, Madame la sénatrice, je crois que l'on fait beaucoup dire à la Constitution qui souvent en réalité ne dépend que de l'histoire. Et d'ailleurs, chacun devrait se souvenir qu'au moment de la constitution, de l'écriture de la Ve République, sous la plume de René Capitan, de M. Debré ou du général de Gaulle, le rapport au Parlement n'était pas tout à fait dans un sens du contrôle ou du soutien, mais plutôt dans une forme d'hostilité qui a contribué à la constitution de la Ve République. D'ailleurs, cette interdiction posée au président de la République d'être présent aux assemblées résulte en fait de l'histoire. Dans les premières années de la Troisième République, le talent oratoire d'Adolphe Thiers, alors président de l'exécutif, partisan du régime républicain, ce talent était tellement redouté qu'effectivement l'Assemblée, majoritairement monarchiste à ce moment-là, a pris la décision d'interdire au président de la République de venir siéger dans les deux hémicycles de notre Parlement. Et ce sont ces causes circonstancielles qui ont produit ce que nous connaissons aujourd'hui, qui ont par exemple fait en sorte que quand le président Valéry Giscard d'Estaing s'était rendu au Sénat pour le 100e anniversaire de l'institution en 1975, la tribune avait été démontée pour déparlementariser l'hémicycle pour qu'il puisse s'exprimer. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je crois qu'on ne peut pas à la fois exiger régulièrement dans vos interventions que le président de la République descende, et vous avez de nombreuses épithètes qui permettent de qualifier l'endroit où il serait, faire en sorte qu'il puisse s'exprimer dans le cadre de la modification constitutionnelle, mais au fond ne pas pouvoir écouter et ne pas pouvoir répondre. La proposition qu'a fait le président de la République et dont vous aurez à débattre et sur laquelle vous aurez à vous prononcer, c'est tout simplement le fait de pouvoir vous répondre et vous écouter. Et sachez qu'en aucun cas, ça ne menace à la fois la responsabilité devant vous du Premier ministre et du gouvernement qui, 3 fois par semaine entre l'Assemblée nationale et le Sénat, a l'occasion de vous répondre. Et en aucun cas, ça ne menace l'équilibre de nos institutions de la Ve République. Madame la sénatrice. Nous ne savions pas que le Nouveau Monde aurait la prétention de réécrire l'histoire. Faut-il vous le rappeler? Il y a quelques jours seulement à l'Assemblée nationale, un amendement exactement du même ordre a été repoussé au motif que, je cite, « Une telle proposition serait remettre en cause le fait que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. » Vous savez, Monsieur Castaner, nous sommes fiers de notre Ve République. Nous sommes fiers d'une République qui fait preuve d'une incroyable stabilité au jour où les pays européens ne peuvent pas se vanter d'une telle stabilité. Je dois vous le rappeler, le Premier ministre est responsable devant le Parlement, le Président de la République est responsable devant le peuple. Et on retourne à la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek. À vos côtés, le sénateur socialiste de l'Aisne, Yves Daudigny. Absolument. Bonjour Yves Daudigny. Merci de répondre à nos questions. Alors hier, au début de l'examen de ce projet de loi, les discussions ont été étendues. Il y a eu plusieurs rappels au règlement. En cause, bien sûr, les annonces la veille au congrès de Versailles d'Emmanuel Macron sur la remise à plat de l'assurance chômage. Ce qui percute bien sûr l'examen, le travail parlementaire. Votre réaction là-dessus tout d'abord? Le dépôt de l'amendement par le gouvernement, c'est un coup de force contre le travail parlementaire. Alors que les députés ont abouti déjà à un premier texte, que les sénateurs ont beaucoup travaillé en commission, le gouvernement annonce que dès que la loi sera promulguée, il demandera aux partenaires sociaux une négociation de 4 mois avec 2 objectifs, de lutte contre la pauvreté, bien, et puis en même temps d'incitation aux chômeurs à retrouver un travail. C'est un manque de respect de la désinvolture de la part du gouvernement envers le travail parlementaire Ou le gouvernement n'était pas prêt lorsqu'il a déposé le texte de cette loi, ou bien il essaie de perturber le travail parlementaire, mais dans les 2 cas, c'est très négatif. Sur la réforme précisément, on vient de le voir, la réforme de l'apprentissage, le Sénat veut laisser la gestion des apprentis aux régions. Quelle est votre position là-dessus? Nous sommes favorables à ce que les régions soient au moins en copilotage avec les organisations professionnelles, avec les branches professionnelles, parce qu'elles ont aujourd'hui la compétence et la connaissance du sujet. Donc nous sommes en phase avec la majorité du Sénat sur ce point. Hervé Morin parlait d'un énorme échec en cas de retrait de cette compétence aux régions. On peut le risquer, c'est un pari que fait le
le gouvernement, d'ailleurs la ministre l'a dit, or on ne doit pas parier avec la formation professionnelle parce que c'est un enjeu essentiel. Un mot sur le compte personnel de formation. Les discussions ont été longues hier là-dessus, sur cet article 1. Sa monétisation est très décriée. Vous souhaitez que le compte ne soit pas monétisé? Nous avons, pour mon groupe, déposé des amendements pour faire disparaître cette monétisation du CPF. Alors je veux d'ailleurs souligner le fait que ce texte de loi a démarré par un autre coup de force, par un Big Bang annoncé par la ministre du Travail. C'est certainement l'une des premières fois depuis la loi initiale de 1970 où le gouvernement ne suit pas, au moins dans les grandes lignes, les accords qui ont été signés par les partenaires sociaux. Et c'est le cas. Les partenaires sociaux avaient été tous contre la monétisation du compte personnel de formation. Très bien. Merci beaucoup. Merci Yves Deligny pour cette réaction. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria. Et je vous propose de voir à quoi ressemble le quotidien d'une apprentie. C'est le cas de Justine, 19 ans. Il y a 3 ans, elle a choisi la voie de l'apprentissage. C'est en Bourgogne. Elle apprend le dur métier de serveuse. Et vous allez le voir, ses journées sont rythmées par un emploi du temps bien chargé. Son portrait est signé Marie Brémaud. Il est 9 h. Justine se prépare à aller au travail. Dans une demi-heure, elle commence son service dans une auberge réputée du Morvan. En général, c'est toujours le même rituel. Donc on prépare toute la mise en place. À 19 ans, elle travaille depuis 2 ans comme apprentie. Ménage, mise en place, service en salle, une école de la rigueur qui ne l'effraie pas. Je voulais un métier où il y avait le contact avec les clients et puis j'ai essayé la restauration et ça m'a plu. Malgré les encouragements de ses parents à poursuivre sa scolarité, elle décide de quitter la filière générale pour apprendre un métier. Moi, j'ai préféré laisser l'école parce que tout ce qui était Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, ces choses-là, les programmes classiques, les programmes qu'ils essayent de nous faire rentrer, toute cette connaissance, faut en avoir, mais pour moi, c'était moins important que de travailler, d'être avec le contact et la clientèle, on va dire. Il faudra revoir par rapport à ce que l'on avait fait. On a peut-être fait une inversion. 1, 2, 3, Le Cédurès, vous le mettez avant le Bourgogne? Ah oui, alors pardon. Voilà, il faut inverser, très bien. Irancy, Chablis, Nuit-Saint-Georges, en plus du métier de serveuse, Justine voudrait devenir sommelière. Une motivation remarquée et appréciée par son maître d'apprentissage. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas préparés à venir vers nous, à la campagne, en plein milieu des champs où on est. Ils ont l'habitude de la ville, l'habitude de sortir le soir et autres. Et nous, c'est vraiment notre métier qui passe en premier. Une formation exigeante qui laisse peu de place au plaisir dans la vie d'une jeune femme de 20 ans, mais la promesse de décrocher un premier job rapidement. Là, c'est pas des sacrifices non plus énormes. C'est pas voir ses amis pendant une semaine, c'est pas sortir en gros pendant une semaine. C'est pas non plus la fin du monde, je pense. Justine travaille 40 heures en moyenne par semaine, pour lesquelles elle touche un salaire de 1 019 € par mois. Elle habite seule, dans un studio, en pleine campagne à Carré-les-Tombes. Moi, j'ai choisi de travailler et de prendre mon indépendance. Et du coup, j'assume ce que j'ai choisi, on va dire. J'assume de faire mon petit ménage, j'assume de faire mes courses, de faire les factures, les choses comme ça. Mais il y a mes parents qui m'aident quand même beaucoup derrière. Justine aspire avant tout à trouver une place, et la bonne, dans le monde du travail. Son rêve, rejoindre son oncle sommelier en Nouvelle-Zélande. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Alain Marc, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de l'Aveyron, vous êtes rattaché au groupe Les Indépendants, République et Territoires, ici au Sénat. Bienvenue. Max Brisson est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques, membre de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Jacques-Bernard Magnier est également avec nous. Bonjour. Sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Vous vice-présidez cette même commission. Puis j'accueille enfin Olivier Henno. Bonjour, vous êtes sénateur centriste du Nord, secrétaire de la Commission des Affaires sociales. On sait que le gouvernement, première question pour vous, Max Brisson, veut réformer en profondeur l'apprentissage en consacrant 15 milliards d'euros, en libéralisant les offres de formation, renforcement de l'attractivité de l'apprentissage pour les jeunes. Pour la ministre Nicole Pénicaud, les acteurs de terrain sont satisfaits. Le Sénat, beaucoup moins de cette réforme.
Il me semble qu'il manque un grand absent dans cette réforme de l'apprentissage. Si on considère que l'apprentissage doit être une voie majeure de la formation initiale, il manque un grand absent, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Moi, j'ai une grande inquiétude. C'est pour les lycées professionnels. C'est une voie importante dans notre ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, il y a une grande inquiétude. Si on développe d'abord l'apprentissage, les lycées professionnels seront en grande difficulté. Il fallait, si vous me permettez l'expression, en même temps, rénover la voie professionnelle et rénover l'apprentissage et faire de l'apprentissage. C'est pas le cas puisque l'on attend de la part du ministre de l'Éducation nationale la rénovation de la formation professionnelle. De la voie professionnelle. Il a annoncé, mais nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Il y a bien eu un rapport de la députée Madame Calvez et du chef étoilé Régis Marcon, mais à part ce rapport, nous n'avons pas la volonté du ministre. Et donc nous avons une erreur de calendrier. On a déjà obtenu cela, on a déjà observé cela, cette erreur de calendrier. On a eu un débat et on a voté la loi orientation et réussite des étudiants, et ensuite on a la rénovation du baccalauréat. Il y a, je crois, un problème de méthode et de calendrier, et ici nous avons une rénovation de l'apprentissage. Je peux être d'accord avec un certain nombre de mesures techniques, et là on aura ensuite la rénovation de la voie professionnelle, alors que l'alternance et l'apprentissage doivent être, à mon avis, des éléments forts de la rénovation de la voie professionnelle de l'Éducation nationale. Jacques-Bernard Magnier, je voyais acquiescer. C'est vrai que l'éducation est la grande absente de cette réforme ? Oui, je crois que mon collègue Max Brisson et moi-même l'avons dit lors de l'audition du ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière. Nous l'avons dit aussi lors du débat sur le rapport présenté sur ce projet de loi. C'est dommage parce que l'éducation nationale, c'est quand même un morceau important de la formation des jeunes, heureusement, et les lycées professionnels, bien entendu. Mais aussi, il y a une autre question importante, c'est celle de la territorialisation au niveau régional de beaucoup de choses et de la privatisation d'un certain nombre d'initiatives, en particulier l'information des jeunes sur l'orientation. Et à notre avis... Une privatisation, c'est ce qui va se passer une forme de privatisation dans la mesure où on donne à des officines la possibilité de proposer aux jeunes les différentes possibilités de formation et d'orientation. Pour nous, c'est une façon de faire échapper à la responsabilité nationale, qui jusqu'à maintenant est la carte nationale des formations, quelque chose qui va devenir une carte régionale. Et moi, je suis très inquiet parce que quand on dit carte régionale, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Il y en a des plus riches, des plus pauvres. Il y en a des qui ont plus de possibilités et d'autres moins. Et on fait là, pour les élèves, pour les jeunes de notre pays, des différences qui relèvent de la territorialisation. Et ça n'est pas satisfaisant. Je sais bien que beaucoup de gens souhaitent qu'on applique des formations dans les secteurs où il y a du travail dans la région, certes. Mais ça n'est pas que cela, l'orientation et la formation. C'est aussi donner la possibilité à des jeunes, au moins jusqu'à 16 ans, et ensuite, lorsqu'ils le veulent, jusqu'au le gouvernement veut faire, justement, en parlant de révolution copernicienne. On part maintenant des besoins en formation, en emploi. C'est pas satisfaisant. Et du coup, on donne la main aux entreprises, aux branches professionnelles. Et les régions ne sont pas d'accord, Olivier Hénault, d'ailleurs. L'apprentissage dans notre pays, ça ne fonctionne pas. C'est ça la réalité. 8% d'apprentis, alors qu'il y en a beaucoup plus dans les autres pays européens. Donc pour moi, le pire, ce serait le statu quo. Moi, ce quotidien, je le connais puisque mon fils a fait apprentissage plomberie. Et d'ailleurs, il s'en plaint pas du tout. Mais enfin, c'est pas une sinécure, c'est pas une promenade de santé. Parce que pour trouver le contrat d'apprentissage, c'est pas toujours simple. Donc, la mobilisation des entreprises, la mobilisation des branches, nous, on y est plutôt favorable. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut laisser de côté les régions, ce serait idiot, laisser de côté les territoires, pas du tout. Parce qu'on a entendu Hervé Morin précédemment dans cette émission. Il dit que ça va être un échec, ça ne marchera pas. Je pense qu'on peut être en copilotage. Mais voyez, moi, je prends cet exemple-là. La ville dont j'étais le maire, Saint-André-les-Lilles, était jumelée avec Dormagen. C'est le siège de Bayer. Première fierté de Bayer, c'est le nombre des apprentis. On en est loin dans notre pays. Bayer, il affiche le nombre d'apprentis avant le chiffre d'affaires et avant le nombre de salariés. Et donc, il me semble que impliquer les branches ou impliquer les entreprises, c'est peut-être faire en sorte d'en sortir, parce que ça fait combien d'années que on a des incantations sur l'apprentissage et qu'on plafonne à 8%. Donc pour moi, le pire, c'est le statu quo. Il faut oublier personne, mais impliquer les branches et les entreprises sur ce sujet, ça me paraît pertinent. Oui, Alain Marc, pourtant,
Pourtant, le Sénat a souhaité renforcer, au contraire, le rôle des régions dans la gestion de l'apprentissage. Oui, mais je crois qu'il faut effectivement redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage. Lettres de noblesse qui n'ont jamais d'ailleurs été trouvées, puisqu'en France, nous sommes un petit peu les derniers de la classe quand on se compare aux autres pays européens. Mais ce qu'il y a d'étrange au niveau national, c'est qu'enfin, peut-être, on va se rendre compte, mais ce n'est pas l'objet de ce projet de loi, on étanchéise la formation professionnelle. D'un côté, il y a l'éducation nationale, d'autre côté, il y a les chambres de métiers, il y a l'alternance. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Or, partir de besoin, c'est une excellente chose, mais il y a vraiment, effectivement, un problème de méthode, comme le disait le collègue tout à l'heure. Il aurait fallu voir la formation professionnelle dans son ensemble, certes partir des besoins, mais ensuite, que va-t-on faire effectivement des lycées professionnels? Même si je partage aussi l'avis de mon collègue, aujourd'hui, rester au statu quo alors que nous avons un vrai problème de formation des jeunes. Le taux de chômage des jeunes est particulièrement 22,3%, hein, c'est voilà, le chômage dans l'Hexagone en 2016. C'est extrêmement grave. Et moi, je préfère qu'au niveau social, des gamins arrivent à se former et à trouver un travail dans notre société plutôt que de chercher leur voie pendant des années et des années. Alors, et c'est vrai que ça pose aussi avant de le problème poursuivre de ce débat, on va retourner salle des conférences pour écouter votre collègue sénatrice du Pas-de-Calais, sénatrice centriste Catherine Fournier. Elle est rapporteure de ce texte, elle est à votre micro, Saveria Rojek. Absolument, Delphine, vous venez de le dire, rapporteure du texte. Bonjour Catherine Fournier. On parle cet après-midi, bien sûr, de cette réforme et de l'apprentissage. Le Sénat qui veut laisser la gestion de l'apprentissage aux régions. Quelle est votre position là-dessus, tout d'abord ? Alors, le Sénat ne laisse pas l'apprentissage à la main des régions. En fait, il n'y a qu'un pilote dans l'avion. On l'a bien compris, c'est un choix qu'a fait la Commission et les rapporteurs. Le pilote, c'est l'État. Mais la co-construction, c'est effectivement la région, parce que la région a quand même la compétence en termes de développement économique de chacun de ses territoires, pour chacune des régions, et en plus elle a une parfaite maîtrise des besoins de ce tissu économique pour qu'il soit justement et judicieusement en fait réparti sur ces territoires. À votre sens, on ne retire pas aux régions la gestion de l'apprentissage? C'est ce que l'on demande. On demande qu'il y ait une co-construction avec les régions. On ne demande pas un copilotage, on demande une co-construction. Et ça peut se faire par l'intermédiaire des conseils en évolution professionnelle, des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Et ça a été l'action qu'a menée le Sénat en la matière. En ce qui concerne la formation professionnelle, parce que je précise que vous êtes rapporteur de cette partie-là du texte sur la formation professionnelle, quelle est votre position là-dessus? Quelle est la position du Sénat? Alors, il est certain que nous est venu à l'esprit immédiatement suite aux nombreuses auditions que nous avons faites, mais c'était un sujet phare du gouvernement, la monétisation du CPF. Or, il s'avère qu'on a quand même constaté qu'il y avait une dépréciation des droits du salarié ou de l'actif en termes de monétisation par rapport aux heures qui pouvaient être dévolues par avance. Les communistes et les socialistes demandaient d'ailleurs la suppression de cette monétisation. Oui. Mais le rôle du Sénat, vous savez, le rôle du Sénat, c'est de faire avancer les textes. Le gouvernement nous propose un texte. On essaie d'adoucir en fait cette contribution euro sur le compte personnel de formation de l'actif. Mais ce qu'on a proposé, nous, c'est de permettre une réactualisation tous les 3 ans qui n'était pas prévu. Et en termes de conversion entre le CIF et le CPF transition, puisque on passe d'un horaire personnel de formation, c'était de faire en sorte qu'on ait une concertation pour la monétisation de ces heures. On a bien compris. Concertation, co-construction. Merci beaucoup. Merci Catherine Fournier d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction. Alors, on continue ce débat, mais avant cela, je voudrais vous faire réécouter le chef de l'État, puisqu'il s'est longuement exprimé lundi lors du congrès de Versailles sur sa vision de l'apprentissage. On l'écoute. L'apprentissage et l'alternance seront cet accélérateur de mobilité sociale dont nous avons besoin. Nous mettons ainsi au cœur du système le jeune et son maître d'apprentissage, et nous reconstruisons tout autour d'eux avec un seul objectif: en finir avec les ravages du chômage de la jeunesse. Nous baissons le coût de l'apprenti pour l'employeur, rendons ces filières plus attractives pour les jeunes, simplifions les règles pour les rendre plus adaptées à la réalité du travail. Aussi, je demanderai à tous un effort collectif. Aux entreprises pour prendre des apprentis, aux enseignants pour en faire la promotion,
aux familles pour soutenir leurs enfants dans cette voie professionnelle épanouissante. Tous, nous devons faire de cette réforme un formidable défi collectif de la nation dans les années qui viennent. Max Brisson, il a raison, le chef de l'État, d'appeler les entreprises, les familles, les enseignants à jouer le jeu et aussi à promouvoir l'apprentissage. On reste dans des lieux communs, il a raison, mais ce sont des lieux communs. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit la rapporteure, Madame Fournier. Elle parle de co-construction, elle a raison. Il ne faudrait pas que l'on soit dans une sorte de dogmatisme, et je pense que le gouvernement est dans une sorte de dogmatisme. Il a dealé avec quelques grandes branches professionnelles. Il a dealé, excusez-moi de le dire ainsi, avec une partie du MEDEF. Et vous le voyez dans votre reportage, l'ancien président du MEDEF qui disait toute sa satisfaction. Moi, je ne suis pas sûr. Il faut bien sûr que les branches soient associées aux régions. Il faut être dans la co-construction. Il faut être dans le copilotage. Nous sommes d'accord avec une volonté de développer l'apprentissage. C'est une nécessité absolue pour nos entreprises, pour l'emploi et pour nos jeunes. Car ça ne marche pas aujourd'hui. Mais ça ne marche pas, on est d'accord. Mais moi, je doute qu'en écartant les régions, on n'est déjà plus dans le copilotage. Certes, le Sénat fait en sorte que les régions soient réintroduites. Mais le gouvernement, au départ, était très réticent. Il y avait un deal confié aux branches. Et M. Cattas le disait tout à l'heure, nous sommes mieux à même. Moi, je doute que dans tous les territoires, les branches soient mieux à même. Je doute que certaines branches soient en capacité suffisante de porter l'apprentissage. Donc ne soyons surtout pas dans le dogmatisme. La co-construction dont parlait Mme Fournier, le copilotage, cela nécessite que tout le monde puisse avoir sa voix au chapitre et pas privilégier un secteur que d'autres. Que certains conseils régionaux n'aient peut-être pas été suffisamment en pointe, c'est possible. Mais d'autres ont été en pointe dans certaines régions. Car certains n'utilisent pas tous les crédits dédiés donc, justement soyons pragmatiques, comme on l'est au Sénat. Essayons d'avancer en copilotage, mais n'entrons pas dans un nouveau dogme en disant que seules les branches sont capables de porter l'apprentissage. Oui. Olivier Henno. Moi, je conteste plus la méthode que le fond. Effectivement, cette réforme, il y a une forme de précipitation à aboutir, et ça, c'est inacceptable. Mais en revanche, notre système de formation professionnelle ou d'apprentissage dans ce pays ne fonctionne pas bien. Moi, j'avais la responsabilité du RSA auparavant dans le département du Nord. Eh bien, pour trouver des formations pour les personnes les moins formées, c'est extrêmement complexe et on sait bien que les milliards de la formation professionnelle vont en direction des gens qui sont déjà très formés. Et donc même la monétarisation, moi je trouve que c'est... D'abord, c'est pas un pourcentage très important, hein, faut en mesurer la portée. Mais l'idée de faire en sorte d'individualiser les carrières, ça me paraît aussi intéressant d'expérimenter, de travailler. C'est pas la mère des réformes, on y retravaillera sur cette formation professionnelle. Mais je pense que l'idée d'individualiser la formation correspond aussi à une aspiration de la population. Parce que les carrières linéaires, 40 ans, 30 ans dans la même société, c'est terminé. Les gens vont faire 15 sociétés. Et donc, il faut aussi que l'individu, la personne plus exactement, participe à sa formation. Donc, sur cette inspiration, moi, je la partage. Mais il faut travailler, il faut prendre le temps, il faut mieux se concerter. Et donc, sur la forme, il y a beaucoup à en dire. Jacques-Bernard Magner, est-ce qu'il y a aussi un risque de voir certains CFA fermés avec cette réforme? Ça a souvent été évoqué, notamment sur ce plateau. Oui, d'aucuns qui ont expertisé la chose disent jusqu'à environ 700 CFA qui pourraient être fermés en conséquence de ces dispositifs. Ça serait tout à fait regrettable parce qu'on sait bien que ceux qui risquent de fermer, ce sont ceux qui sont dans les territoires les plus en difficulté, qui ont le moins de moyens déjà. Et ce que disait notre collègue tout à l'heure, c'est certainement vrai, mais justement, si on doit avoir plusieurs métiers dans sa vie, il faut que la formation initiale, qu'elle soit à travers l'apprentissage, qu'elle soit à travers la formation professionnelle à l'éducation nationale, soit la plus large possible et n'abandonne rien jusqu'à un âge au moins de 16 ans. Et quand on voit dans ce projet de loi comment on crée des classes prépa métiers, qu'on remplace les fameux dispositifs qui avaient été mis en place pour simplement que les élèves aillent en alternance, effectivement, à partir de 15 ans. Mais là, à partir de 15 ans, on fait comme si ceux-là étaient déjà prédestinés à avoir un métier par l'apprentissage ou par la formation professionnelle. Moi, je crois que c'est un peu jeune. On est dans une société où on le voit bien, la détermination professionnelle se fait de plus en plus tard. Je ne veux pas dire qu'il faut que tout le monde y aille à l'université, c'est pas ce que j'ai dit. Mais par contre, il faut que l'accès à la formation professionnelle et à la connaissance des métiers, à l'orientation vers le métier se fasse d'une manière certainement plus intelligente que ce qu'elle a été faite jusqu'à maintenant, mais pas en allant à l'envers de ce que exige la formation de base du citoyen.
jusqu'à 16 ans, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui permet à nos jeunes d'avoir un éventail assez large. Alors, on a tous des exemples. Hein. Si on part sur des exemples individuels, on trouvera toujours à tout argumenter et à tout justifier. Mais je crois quand même qu'il faut faire pour tous. Et dans un pays comme le nôtre, c'est pas toujours facile. Ouais. Alain Marc, on va voir aussi que les partenaires sociaux sont plutôt hostiles à cette réforme. Ils ont d'ailleurs été auditionnés au Sénat. Écoutez, ce représentant de la CGT, lui, eh bien, il s'inquiète des conséquences du coût, justement, de cette réforme de l'apprentissage. Si vous voulez faire une formation de formeur sur tôle avec des machines importantes, c'est pas du tout le même coût qu'une formation tertiaire ou diverse. Donc il ne faut pas assujettir la formation à son coût, c'est-à-dire que le salarié fasse un choix en fonction du coût et des moyens dont il dispose, mais bien en fonction de son projet professionnel. Alain Marc, on entend les inquiétudes effectivement des syndicats. Toutes les formations, tous ces apprentissages n'ont pas le même coût, en effet. C'est vrai, mais en même temps, comme on l'a dit, la vie professionnelle aujourd'hui et demain ne sera pas un long fleuve tranquille. Et l'on sait les uns et les autres qu'il faut adapter les formations au désir et à ce que va être la société. Donc il faut faire du cousu humain. Or, le cousu humain, pour le faire demain, rien ne serait pire que le statu quo. Et je crois que le Sénat est vraiment la chambre du bon sens. Je crois que de travailler beaucoup plus ce texte-là que ce que l'on a fait dans la précipitation, etc., nous permettrait quand même d'avoir une vue à moyen et à long terme. Et comme disent les collègues, c'est pas la mère de toutes les réformes, mais il faut aller plus loin. On a un problème vraiment avec l'orientation dans ce pays. On découvre l'orientation en seconde, en première, par des salons annuels où des gamins viennent découvrir des métiers. Mais enfin, on n'y est pas, quoi. C'est pas du tout cela. Ce que l'on doit découvrir de la société, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors, selon vous, Alain Marc? C'est aussi qu'il y a beaucoup de métiers qui seront exercés par nos enfants qui n'existent pas encore. D'accord. Mais en même temps, vous ne pouvez pas continuer à mettre l'orientation entre les mains de gens qui, certes, sont estimables, mais qui ont fait des formations en psycho et en sociaux, qui ne connaissent rien. Là, pour le coup, il faut associer, effectivement, les branches professionnelles. Il faut associer les régions qui, elles, ont en charge aujourd'hui en compétence l'économie, mais surtout faire découvrir le spectre des possibles dans la société aux enfants, aux écoliers, le plus tôt possible, parce qu'ils auront ainsi la possibilité de choisir. Aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité de choisir, et effectivement, on choisit par défaut certaines formations, parce que l'on ne connaît pas l'éventail des possibles, et c'est ce qui est particulièrement grave, je trouve, pour les enfants d'aujourd'hui. Il faut faire ce travail d'orientation chez les plus jeunes, Max Brisson. Et en commençant par dire aux élèves que l'apprentissage, ça peut se faire à tous les niveaux, qu'on peut préparer aujourd'hui un master par apprentissage, que l'apprentissage, ça concerne aussi l'enseignement supérieur, que les écoles d'ingénieurs, que les écoles de commerce ont multiplié les voies par apprentissage et que cela marche, parce que cela crée ce lien entre la formation initiale, qui doit être de haut niveau, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Bernard Magnier, et puis parallèlement, la formation pratique, passer en alternance de la théorie à de la pratique. Donc cela fonctionne et ça fonctionne dans les meilleures écoles. Donc il faut d'abord rehausser, je crois, l'image de l'apprentissage. Ensuite, moi je voudrais revenir sur les régions. Bien sûr qu'elles doivent être associées avec les branches, qu'il faut faire du partenariat. Mais attention quand même à nos territoires. Moi j'en ai par essence, par nature, une loi qui recentralise. La première fois que l'on reprend une compétence aux régions depuis Gaston Defferre, depuis 1982. Une loi qui recentralise, on sait très bien comment ça se termine. Ça se termine au profit des plus grandes structures. On va rentrer dans une sorte de logique de marché où les plus grosses structures s'en sortiront aux dépens des territoires et ce sont toujours les mêmes qui seront touchés. Et donc ce sont les enfants des territoires les plus fragiles, qui sont eux-mêmes les plus fragiles, qui seront touchés par cette réforme qui obligatoirement sera aspirante, sera recentralisatrice au profit des plus gros. Ça crée un précédent. Et c'est une fracture sociale supplémentaire qui s'inscrit toujours dans une fracture territoriale. Et si les élus du Sénat le disent avec plus de force, c'est parce qu'on est bien porteur au Sénat de cette fracture territoriale qui est aussi une fracture sociale. Donc il ne s'agit pas de défendre quelques avantages particuliers des conseils régionaux. Il s'agit de défendre ici les enfants des territoires les plus fragiles qui ont besoin de formation de proximité. Je ne crois pas que toujours le culte de la centralité soit le meilleur vecteur de l'épanouissement des élèves qui doivent entrer dans les voies d'apprentissage. Max Brisson, dans le reportage de cette jeune fille, elle fait son apprentissage en Bourgogne, mais son rêve, c'est de partir aussi en Nouvelle-Zélande. Et heureusement qu'il y a une possibilité d'ouverture, y compris pour les jeunes de ces territoires-là, bien entendu. Et si l'apprentissage permet cette ouverture dans le monde entier, alors là, nous serons dans une voie de la réussite.
Olivier Henno, je voudrais aussi vous entendre sur le relèvement de l'apprentissage. On pourra être apprenti jusqu'à l'âge de 30 ans. Est-ce que vous en pensez? J'y suis très favorable, puisque je pense que ça peut modifier l'image en profondeur et c'est nécessaire. L'un des problèmes de l'apprentissage, c'est que aujourd'hui, ça marche presque mieux pour les hautes études que pour les métiers qu'on a vus tout à l'heure. Moi, je suis très attaché à la décentralisation. Cependant, il y a aujourd'hui 40% des places dans les CFA qui sont vacantes. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, tenir compte de la réalité, faire un choc d'offres, avec des entreprises changer les images avec les entreprises, je pense que c'est nécessaire. Autrement, je crains que si on ne change rien, on en soit encore à Lionel Stoléru d'ici 10 ou 15 ans, parce que c'est ça dont il s'agit. Et en même temps, il y a des régions où ça marche bien, il y a des régions où ça a moins bien marché. On ne peut pas dire que parce qu'on décentralise, ça marche forcément mieux. Parce qu'on décentralise, les territoires ne sont pas oubliés. Quelquefois, moi je suis très attaché à la décentralisation, mais quelquefois un choc d'offres, un choc d'organisation est nécessaire. Et je pense que ce qu'a dit Catherine Fournier est la bonne solution. Il ne s'agit pas d'éloigner les régions, mais la coproduction, le copilotage, comme ça se fait dans les pays du Nord, comme ça se fait en Allemagne, c'est tout de même faisable ici dans ce pays, en France. Jacques-Bernard Magny, avant de vous faire réagir, écoutez cette réaction d'un des représentants de la CFTC, auditionné au Sénat, justement sur ce relèvement de l'âge à 30 ans. Nous avions demandé à ce qu'il y ait un niveau jusqu'à 45, voire plus. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les grandes entreprises, malheureusement, où il existe encore des salariés qui ont fait la plus grande partie, voire toute la partie de leur carrière, lorsqu'ils se retrouvent au chômage, ils pourraient à ce moment-là, grâce à cette formule de l'apprentissage qui va au-delà des 30 ans, pouvoir trouver effectivement un emploi, se former dans un nouveau métier et puis ensuite être embauchés. Jacques-Bernard Magny. Oui, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Il s'agit là de la formation continue. On peut toujours, par la voie de l'apprentissage, assurer des formations continues. Ce n'est pas impossible. Alors pourquoi pas à 30 ans, alors jusqu'à 45, comme le dit le responsable syndical, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution. En tout cas, on peut rallonger. Il faut faire attention. Par contre, que ce dispositif n'aille pas à l'encontre et ne supprime pas des moyens pour ceux qui ont plus besoin de l'apprentissage que des gens qui ont entre 25 et 30 ans. Parce qu'il est bien évident que ce n'est pas entre 25 et 30 ans qu'il y a le plus de gens qui vont recourir à l'apprentissage pour apprendre un métier. Donc il faut faire très attention que des moyens qui ne sont pas extensibles, on le sait bien aujourd'hui, ne soient pas détournés ou enlevés de ceux qui en ont le plus besoin. C'est notre préoccupation et c'est un peu la réserve sur laquelle on pourrait être de rallonger jusqu'à 30 ans. Alors Marc, on arrive bientôt au terme de ce débat. Il y aura des apports du Sénat qui seront votés pour avoir la bonne réforme de l'apprentissage. Jusqu'à 30 ans, moi, cela me va très bien parce qu'on a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, le bac ne sélectionnant plus, vont en licence, voire en master, cherchent leur voie, ne la trouvent pas, et par contre ont l'idée, à 25, 26 ans, 27 ans, qu'ils pourraient effectivement faire, pourquoi pas, boulanger, pâtissier, maçon, et se lancent dans l'apprentissage. Et je trouve que ce n'est absolument pas une mauvaise idée, parce que ces gens-là qui, par ailleurs, ont parfois une formation générale solide, eh bien, peuvent ensuite devenir des chefs d'entreprise, et ça ne me paraît pas complètement idiot. Max Brisson, cette réforme de l'apprentissage, elle va sortir du Sénat dans une version modifiée. Ça sera la bonne voie, selon vous? Bien entendu, parce que le Sénat va introduire davantage le copilotage, la présence des régions, va remettre un petit peu d'équilibre. Il n'empêche que la matrice d'origine est mauvaise, parce qu'il y manque l'éducation nationale. On a un calendrier, une méthode, nous l'avons les 4 dit, qui ne fonctionne pas. C'est ça le point faible. Alors le travail du Sénat améliorera le texte, améliore le texte. On est en cours de l'amélioration, mais la matrice d'origine est mauvaise. Le grand absent, c'est l'éducation nationale. Et sans l'éducation nationale, lorsqu'on veut s'occuper de l'ensemble des jeunes, bien, la révolution copernicienne dont parlait la ministre n'aura pas lieu parce qu'il manque un absent. Et cet absent, il est essentiel parce que c'est lui, aujourd'hui, qui pilote la plupart des jeunes du système de formation initiale. Olivier Henno, cette révolution copernicienne? Oui, je crois que le terme est un peu excessif. Oui. La réalité, c'est qu'on a un chômage structurel français qui est spécifique, et notamment parmi les jeunes. Moi, je le vois, à la frontière belge, ils ont un chômage de 2 à 3%, c'est-à-dire le plein emploi, et on n'est pas plus bête qu'eux. Et même en football, on est meilleur d'ailleurs. Même en football, on est meilleur. Mais je pense qu'il faut
faire ce choc d'offres. Et donc, même si sur la méthode, il y a beaucoup à en dire, je pense que l'intention du texte n'est pas mauvaise. L'environnement et le climat ont-ils leur place dans la Constitution ? Bien évidemment. Ils ont leur place dans la Constitution tout simplement parce que la Constitution, c'est à la fois les grandes valeurs, les grandes orientations d'une nation, et puis c'est aussi un certain nombre de principes qui sont, si vous voulez, qui traversent les partis, qui sont au-dessus des postures partisanes. Et par exemple, l'égalité entre les genres, etc. Et si vous regardez bien la question de l'environnement, ça n'est pas une question comme une autre. Si vous avez un climat qui se dégrade énormément, si on prend les scénarios extrêmes, si vous avez une biodiversité qui s'effondre, eh bien en fait c'est l'habitabilité de la Terre qui est en cause. Je rappelle que le climat c'est simplement les conditions qui permettent l'épanouissement de la vie sur Terre. Donc on ne peut pas séparer climat et biodiversité. Si les choses se dégradent énormément, vous ne pouvez plus vous livrer à vos activités économiques, vous ne pouvez même plus faire des lois. Bon, si on laissait dériver les choses, c'est une horreur. Donc ce n'est pas un sujet comme un autre, c'est un sujet qui conditionne les autres. Et pourquoi ne pas compléter la charte de l'environnement de 2004 ? Ça a été évoqué ce matin. Et puis on a entendu Philippe Bas, le président de la commission des lois, dire bien que l'inscription du climat dans la Constitution était tout simplement inutile. Non, alors ça, je ne comprends pas bien cette position. Dans la charte de l'environnement, le mot climat ne figure pas. L'association climat-biodiversité n'y sont pas. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas effectivement changer, enrichir la charte ? C'est difficile. On a un texte qui fait, partie d'une unité, qui a son équilibre. Et en plus, il y a les articles, les 8 articles, mais il y a aussi le préambule, et on devrait lire les articles en fonction du préambule, qui, lui, est intéressant. Il renvoie à ce que je viens de dire, le préambule. Il nous rappelle que l'humanité n'est apparue qu'avec certaines conditions naturelles, et que si ces conditions naturelles se dégradaient beaucoup trop, elles pourraient aussi disparaître. Est-ce que ça a un réel impact, ou est-ce qu'on est purement dans le domaine du symbolique ? Non, on n'est pas du tout dans le... Ça a été très bien rappelé par les différents juristes qui étaient là ce matin. Non, lorsqu'on touche une constitution, on va manifestement au-delà du symbolique. C'est-à-dire, et en plus, on ne peut pas savoir à l'avance, si vous voulez, ce qu'un texte constitutionnel va, au fil des décennies, pouvoir donner. Il y a parfois des surprises dans l'histoire des interprétations. Non, c'est tout simplement, encore une fois, première raison, eh bien, dans l'article 1, on affirme ce qui est fondamental. Or, on entre dans une époque nouvelle. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, eh bien, nous autres humains, en fonction de nos activités, on peut déstabiliser nos conditions de vie sur Terre. Ça, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Alors que ça ne figure pas dans une constitution qui doit, si vous voulez, indiquer les grandes orientations d'une nation et les grands principes sur lesquels elle s'appuie, ça paraît assez bizarre. Ensuite, environnement, ça n'est pas climat ou biodiversité. D'une part, environnement, c'est assez vague. Et puis, environnement, ça veut dire plein de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est climat, biodiversité, c'est prioritaire. Si vous voulez, c'est les deux indicateurs qui sont les plus importants sur l'évolution des conditions d'habitabilité de la Terre. Si ça se dérègle sur le plan du climat, si ça se dérègle sur le plan de la biodiversité, et en fait ça va ensemble, comme je viens de vous le dire, eh bien en fait c'est l'ensemble du système de nos conditions de vie qui bascule. Première raison. Deuxième raison, climat et biodiversité, c'est précis. Ça vous permet de lier ces choses-là à des indicateurs précis, à contrôler des politiques publiques, à voir si on atteint nos objectifs. Il y a eu, ça vient d'être rappelé, 26 lois sur effectivement le climat, mais je vous rappelle qu'en 2017, les émissions françaises ont augmenté de 3,3%. Plus que l'augmentation mondiale. C'est donc que ça ces va lois imposer, forcer la France à être davantage exemplaire, Dominique Bourg. Ça ne suffira pas. C'est une incitation. Si vous voulez, en fait, nos systèmes juridiques, ils se sont construits à partir de la Révolution française pour mettre en avant, en fait, essentiellement la liberté d'entreprendre. C'est très important, la liberté d'entreprendre. Mais la liberté d'entreprendre, dans certains cas, elle peut être contradictoire avec d'autres droits. L'importance de mettre ces principes dans la Constitution, eh bien, c'est qu'on puisse trouver un équilibre entre la liberté d'entreprendre et puis la préservation de nos conditions de vie. Qui veut mettre en cause nos conditions de vie ? Donc en fait, c'est simplement une tentation un peu absurde. Donc c'est ça qu'il faut faire. Réintroduire ces dimensions pour que petit à petit, on s'habitue à retrouver un équilibre
correcte. La France peut avoir un rôle moteur sur ce point, puisqu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup... Il y a ce pacte mondial pour l'environnement, mais pas beaucoup de pays ont ces enjeux climatiques gravés comme ça dans leur constitution. Alors, enjeux directement climatiques, non, mais enjeux environnementaux dans la Constitution, non, c'est 160 pays qui les ont, et ça s'est multiplié les 10 dernières années. Non, après, en plus, en France, à l'extérieur, on ne voit pas bien, parce que les gens ne comprennent pas, beaucoup d'analystes étrangers ne comprennent pas le préambule. Quand on voit une Constitution, c'est le texte de la Constitution. Et effectivement, dans la Constitution, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est la présence du mot environnement à l'article 34, qui indique simplement le domaine de la loi, le domaine sur lequel intervient le Parlement. Non, là, il s'agit de faire en fait une sorte de tête de pont à l'intérieur de la Constitution par rapport à la Charte de l'environnement. Vous avez eu 2 gros colloques organisés en mars à Paris sur l'impact de la Charte de l'environnement auprès du juge constitutionnel, auprès du juge administratif et auprès du juge judiciaire. Autant vous dire qu'il est très faible. Alors qu'on ne me dise pas que c'est satisfaisant. Si c'était satisfaisant, on ne verrait pas l'état que nous connaissons aujourd'hui en termes de climat et en termes de biodiversité. Est-ce qu'il faut également parler de finitude des ressources, de limites planétaires dans des termes très précis ? Alors, si vous voulez, la chose essentielle dont nous devons tenir compte et qui constitue la vraie limite dans un premier temps à la liberté d'entreprendre, c'est justement le fait qu'il y a des limites planétaires, qu'il y a une finitude. Le climat, lorsque vous avez les flux d'énergie qui augmentent par trop, eh bien effectivement, c'est les conditions de vie sur Terre via la chaleur et via d'autres impacts qui se dégradent énormément. Tout simplement parce qu'il y a une espèce de marge dans laquelle on doit intervenir. Si on sort de cette marge, si on sort de ce tunnel de variation, on met en cause nos conditions de vie. Alors c'est la finitude. La finitude des ressources, c'est simplement une autre expression de cette question de finitude. Mais c'est sûr que la finitude du climat et la finitude de la biodiversité, elle est première. Si ça se dégrade, vous n'aurez même pas l'heure d'aller chercher des ressources. Et si certaines ressources manquent, on vivra autrement et on ne pourra pas. Si le climat se dérègle totalement, on aura du mal à vivre. Vous voyez ? Donc en termes de priorité, on met climat et biodiversité en avant, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les ressources. On a vu ce matin certains sénateurs plutôt pas vraiment convaincus de cette inscription dans la Constitution de la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez pu entendre, par exemple ? Non, je n'ai pas été surpris dans la mesure où moi je suis parti d'un constat, ça fait 60 ans, et pas qu'en France, à l'échelle domestique dans les différentes nations, à l'échelle internationale sur le plan du droit international, ça fait 50 à 60 ans qu'on légifère, mais toujours en disant on n'acceptera une chose que si ça ne vient pas heurter cette fameuse liberté d'entreprendre. Bien, effectivement, ce n'est pas très efficace. Il faut qu'on trouve des compromis. Et on peut d'autant plus les trouver que des façons de faire de l'économie, comme des façons d'être agriculteur, il y en a bien des différentes. Certaines sont conciliables, d'autres beaucoup moins. Ça pourrait faire évoluer justement les mentalités sur ce point ? Ce changement Elles sont en train d'évoluer et on a vraiment l'impression qu'auprès de certaines sénatrices et certains sénateurs ce matin, disons, des évolutions assez présentes dans la société n'ont pas toujours gagné tous nos représentants au Sénat. Vous avez également beaucoup évoqué le principe de précaution ce matin lors de votre audition. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors si vous voulez, franchement, cette affaire de principe de précaution est complètement cocasse. Il y a eu très peu d'usage, 5 au maximum, de l'article 5 de la Charte constitutionnelle en France par rapport à la précaution. En même temps, vous connaissez l'affaire du chlordécone, vous connaissez l'affaire des néonicotinoïdes, etc. En fait, le problème du principe de précaution, c'est pas qu'il existe et qu'on l'applique, c'est qu'on ne l'applique pas. Donc ça pourrait justement, cette nouvelle constitution, modifier les choses sur ces points et sur ces exemples que vous venez de citer. Oui, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on comprenne qu'on a changé de monde, qu'on remet vraiment en cause nos conditions de vie sur Terre, ça n'est pas léger comme affaire, qu'on a une accélération du phénomène aujourd'hui. Si vous prenez l'Antarctique en moyenne, c'est moins 50 degrés. Et bien maintenant, vous avez une perte de glace très importante, pas simplement à l'ouest de l'Antarctique, mais pratiquement sur tout le pourtour. On a un emballement, une accélération. Il serait quand même bon que le constituant en prenne acte. Comment limiter et anticiper la pénurie de médicaments ? On le sait peu, mais l'an dernier, près de 530 médicaments considérés comme essentiels ont été en rupture de stock en France. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme sur ce phénomène croissant. Au Sénat, c'est une mission d'information qui a été créée. Cécile Sixou.
Rupture de stock. En France, en 2017, 530 médicaments n'étaient plus en circulation, soit 30% de plus qu'en 2016. Une situation inacceptable pour le Sénat, qui a créé une mission d'information. Le premier pénalisé est bien évidemment le patient, avec des conséquences majeures quand il s'agit de traitements importants, de maladies graves. On a vu dans certains cas avoir recours à la chirurgie parce qu'on n'était pas en capacité à donner un traitement à un patient. 3 types de médicaments sont particulièrement concernés, les anti-infectieux, les médicaments du système nerveux et les anticancéreux. Une pénurie liée à des difficultés de production, comme les manques de matières premières, les défauts de qualité ou la perte de savoir-faire. Aujourd'hui, la loi oblige l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, à anticiper ces ruptures et proposer des solutions. Mais pour la sénatrice Laurence Cohen, il faut développer un service public du médicament. Ça a conforté chez moi le fait de réfléchir ensemble à ouvrir des pistes pour avoir un pôle public du médicament et de la recherche, parce que là on voit bien que nous sommes soumis finalement aux volontés des laboratoires, des industriels d'une manière générale. Les sénateurs rendront leurs travaux au mois de septembre. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Catherine Rumeau-Pichon, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe à la directrice de l'évaluation médicale, économique et de santé publique au sein de la Haute Autorité de Santé. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Martine Berthet, bonjour. Vous êtes sénatrice LR de la Savoie, membre de la Commission des Affaires sociales. Vous êtes par ailleurs pharmacienne de profession et vous êtes membre du bureau de cette mission d'information. Jean-Pierre Decolle est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur du Nord, apparenté au groupe Les Indépendants, République et Territoire. Vous faites partie également en tant que rapporteur de cette mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins. Et puis Renaud Nadjaï est également avec nous. Bonjour. Vous êtes pharmacien à Rambouillet. Vous êtes président de l'URPS d'Île-de-France, c'est l'Union régionale des professionnels de santé, et aussi président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine des Yvelines. Bienvenue à tous les 4. Première question pour vous, Martine Berthet. Qu'est-ce qui a poussé le Sénat à se saisir de cette question sur la pénurie de médicaments et de vaccins? Écoutez, je ne le sais pas précisément. Il faudrait poser la question à notre rapporteur. On va lui donner la parole après. Voilà. Ce que je peux vous dire effectivement, c'est que c'est une question, une véritable question de santé publique qui se pose à nous, avec une sonnette d'alarme déjà tirée par la HAS, la NSM, il me semble aussi, depuis une quinzaine d'années, et qu'il est vraiment temps de se pencher sur cette question et de regarder quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre. Effectivement, vous l'avez signalé, il y a énormément de médicaments en rupture, et de plus en plus. Jean-Pierre Decolle. Oui, ce qui nous a invités à la réflexion, eh bien, c'est simplement le témoignage des gens du terrain. Je crois que le grand public est inquiet, est angoissé, et c'est légitime que le Sénat s'empare de cette problématique, d'autant qu'on a aussi été interpellé par les pharmaciens ruraux qui s'inquiètent de ce contexte, puisqu'on connaît malheureusement dans notre pays une sous-médicalisation. N'allons pas vers un sous-traitement pharmaceutique dans notre pays. Renaud Nadjaï, cette hausse, on en a parlé, est inédite. Comment on explique cette pénurie finalement ? Écoutez, je crois que les sujets ont été relativement abordés. Il a été pointé du doigt notamment peut-être des problèmes d'exportation, parce que le prix du médicament en France est un prix bas au niveau européen, et que certains pourraient avoir la tentation à faire de l'exportation. Ensuite, il y a des ruptures qui sont dues soit à la fabrication, le principe actif, ou la chaîne de fabrication, et ensuite vous avez aussi des ruptures qui peuvent être dues à un moyen de répartition des produits. Voilà. Et je rejoins ma consoeur, bien sûr, sur la problématique qui est réellement un problème de santé publique, un problème de permanence de soins. Et que, contrairement peut-être à ce qui a été dit, je crois qu'il n'y a pas de petits ou gros médicaments. C'est qu'à partir du moment où un médicament est prescrit,
et il est nécessaire un traitement. On ne peut pas d'un côté inciter les professionnels tous dans leur ensemble, et le pharmacien particulièrement, dans le suivi de l'observance, et de l'autre côté être confronté à un problème de disponibilité du produit dans l'état actuel des choses, sauf à modifier peut-être la réglementation et que le pharmacien puisse éventuellement substituer. Et là, on ne parle pas avec la même molécule, bien sûr, avec l'accord du Alors on va venir, si vous voulez bien, aux conséquences, justement, dans la pratique professionnelle de cette pénurie. Ça touche aussi les vaccins Ça touche également les vaccins. Alors soit des ruptures, soit des tensions d'approvisionnement, un peu moins de stock disponible. Et ça conduit effectivement à prendre des mesures particulières d'adaptation. On parle de médicaments essentiels, Jean-Pierre Decolle. Ça concerne quels médicaments, par exemple, cette pénurie? Je voudrais même préciser qu'on peut aussi tenir compte d'une éventuelle sous-estimation de la demande. Et il faut aussi tenir compte d'un fait qui est important, c'est que dans 15% des ruptures, eh bien, c'est un manque de matières actives. Et il faut rappeler que l'essentiel des matières actives sont produites dans les pays asiatiques. Alors, en Inde, en Chine, c'est là que les molécules actives sont produites et on sait qu'il y a des problèmes, justement, après alors que nous avons de mise sur dans la notre marché à cause de pays les ça. meilleurs biologistes et les meilleurs chimistes. Ouais. Comment on l'explique ça? Parce que ça pose des problèmes, effectivement. Vous proposez de relocaliser. Absolument. Oui. Bon, je pense qu'il y a probablement un problème économique. Il ne faut pas se leurrer. J'ai souhaité, moi, dans les auditions, rappeler l'éthique des professions de santé. Mais on n'échappe pas à ce volet économique, voire spéculatif, dans certaines situations. Martine Berthet, c'est vrai qu'on découvre que la plupart des molécules actives sont fabriquées, produites dans des pays comme l'Inde ou la Chine. Et l'année dernière, par exemple, l'amoxicilline, eh bien, le marché se retrouvait sous tension, qu'il y a eu la fermeture d'usines en Chine. Alors en plus, c'était pour justement lutter contre la pollution dans ce pays. Oui, tout à fait. Et c'est là justement que se situe la limite de ces délocalisations, c'est que l'on ne maîtrise plus du tout notre approvisionnement en principes actifs. Et qu'il faut absolument, au niveau européen, bien sûr, je pense que ce n'est pas un sujet franco-français, mais au niveau européen, il faut absolument que l'on puisse à nouveau produire des principes actifs, avoir une industrie chimique à nouveau forte. Effectivement, ces délocalisations viennent de problèmes économiques parce que on sait très bien, le coût du travail en France est plus cher parce que aussi on a beaucoup de contraintes, beaucoup de normes qui s'imposent de plus en plus à nous, notamment à travers les bonnes pratiques de fabrication. Et tout ceci coûte beaucoup. Et puis aussi concernant la fabrication, donc ça c'est la question des principes actifs, mais pour la fabrication par elle-même, des médicaments anciens et pourtant essentiels sur l'effet thérapeutique qui ne sont plus fabriqués tout simplement parce qu'ils coûtent trop cher en fabrication par rapport à leur prix de vente et les chaînes de production ne peuvent pas être renouvelées par les industriels. Renaud Nadjahi, pardon. À moins qu'on évoque le fait qu'ils ne sont peut-être pas vendus assez cher. Oui, c'est ça, tout à fait. Ils ne sont pas vendus assez cher. Et je crois que là, il y avait eu une proposition de la HAS. Oui, dès lors que les médicaments, même anciens, ont une valeur thérapeutique résiduelle, même pour une petite fraction de la population, effectivement, il faut s'assurer qu'ils restent disponibles sur le marché. Mais bon, ça pose un problème industriel aussi de garantir des bonnes qualités de fabrication pour un tout petit marché. Donc, il peut aussi y avoir ce type de difficulté. Je voudrais juste rappeler, c'est vrai qu'on constate, vous avez rappelé les chiffres, une augmentation de ces pénuries ou de ces tensions d'approvisionnement. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un petit effet réverbère, qui est qu'aujourd'hui, on les regarde aussi beaucoup, on y fait beaucoup plus attention et on demande des signalements. Et donc, de fait, on en voit plus. C'est un casse-tête parfois de trouver certains médicaments. Comment font les pharmaciens, Renaud Nadjahi? Ils attendent. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils essayent de répondre à la demande du patient. Ils essayent d'avoir, parce que ce qui a été dit est parfaitement exact, mais par contre, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, le médicament en question n'est pas disponible chez le répartiteur, mais dans une chaîne de distribution directe, avec tout ce que ça comporte en termes de logistique et de temps consacré en dehors d'un soin, puisque je préférerais passer autant de temps avec mon patient plutôt que d'essayer de le passer avec un fournisseur qui, pour X raisons, a décidé une distribution en direct, si vous voulez, du produit. Du coup, on importe beaucoup de médécaments d'Espagne, de République tchèque notamment?
Écoutez, aujourd'hui, les normes qui sont apposées de toute façon sur le médicament imposent, tout au moins en France, et d'ailleurs, heureusement, on est un des pays les plus sécure entre guillemets pour la qualité du médicament. On trouve peu ou pas de contrefaçon et on a une chaîne de médicaments qui est plutôt parmi les meilleurs. Voilà. Donc peu importe le pays européen sur lequel ça a été fabriqué, les normes sont les mêmes et les contrôles aussi. Il n'y a pas que l'Europe, parce que parfois pour les anticancéreux, j'ai lu qu'on allait jusqu'en Australie justement pour s'approvisionner. Oui, mais bon, de toute façon, ils doivent répondre à un cahier des charges précis et il y a, Dieu merci, les autorités qui veillent, entre guillemets, sur la qualité du produit, du médicament qui a été mis dans le traitement. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on prend des médicaments moins pertinents, parfois plus agressifs et qui augmentent le risque de résistance bactérienne, Jean-Pierre Decolle? Oui, alors, des médicaments qui contiennent la même matière active mais qui ne sont pas forcément dosés de la même façon. Et ce qui crée des angoisses pour les services et pour les patients notamment. Et ne serait-ce que ça, c'est pas acceptable. Notre ami pharmacien de service a évoqué les répartiteurs. Je crois qu'il est important de bien préciser que ce n'est pas le fabricant qui livre le pharmacien. Et les répartiteurs ont un rôle, les 186 répartiteurs dans notre pays ont un rôle important, puisque eux-mêmes jouent déjà un peu la zone tampon pour essayer de prévoir. Et je crois qu'il faut tenir compte de cette potentialité, sachant toutefois que les répartiteurs ont d'autres difficultés, il faut les prendre en considération, mais ils sont probablement les plus en phase avec un contexte local et qu'il faut savoir utiliser. Naturellement, il ne nous appartient pas ici de donner les premières conclusions de notre mission, mais nous avons tout de même des auditions très, très riches avec des propositions qui aujourd'hui sont encore potentielles. Alors, Martine Berthet, sans dévoiler le fruit de votre travail. Oui, je voulais revenir sur votre question de l'antibiorésistance notamment. C'est vrai qu'effectivement, c'est l'antibiotique de base, le premier antibiotique mis sur le marché, l'amoxicilline qui était en rupture. Et effectivement, que s'il faut aller sur d'autres molécules, on court le risque de créer des antibiorésistances, c'est vrai. Oui. Il y a aussi un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur le coût des médicaments, le prix des médicaments à la vente. Il faut savoir qu'en France, nous avons les médicaments qui ont les prix les plus bas, parmi les plus bas, mais les plus bas, je pense, d'Europe. Et ça, c'est un réel problème parce que les flux de production, quand ils sont plus rares, sont vraisemblablement orientés vers les pays dans lesquels ils sont vendus plus cher pour des questions économiques. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que je disais qu'il est important de voir ce sujet au niveau européen et aussi pour aligner tout ce qui est notice, emballage, qui permet une meilleure répartition sur le plan européen. Catherine Rumeau-Pichon. Oui, je voudrais revenir sur deux mots qui ont été dits, l'adaptation et l'anticipation. Et on le voit notamment dans le cadre des vaccins, qui sont certes des médicaments, mais particulièrement complexes à fabriquer et sur lesquels il y a beaucoup de procédures qualité et réjouissons-nous de cet état de fait. Une fois que le vaccin est en tension ou en rupture, la Haute Autorité de Santé, par exemple, enfin sur le vaccin c'est elle, adapte les recommandations vaccinales pour tenir compte à la fois de la pénurie et surtout du temps que va durer cette pénurie, qui est un élément très important. Et donc on identifie les publics cibles prioritaires et on peut arriver à adapter pendant un temps. C'est-à-dire qu'on priorise les patients, on est obligé de cibler? Non, on identifie les facteurs de risque les plus importants, donc les patients qui ont immédiatement besoin, enfin les patients ou les personnes d'ailleurs, parlant de vaccination, c'est pas forcément des patients, qui ont vraiment besoin d'être immédiatement protégés, et d'autres pour lesquels on peut trouver des stratégies alternatives, sachant que il y a quelques cas d'arrêt de commercialisation, mais sinon on a des tensions relativement courtes dans le temps, donc on peut adapter une stratégie. Et l'autre mot que vous avez souligné, monsieur, c'est la notion d'anticipation, et je crois qu'il y a vraiment une clé là-dessus, y compris pour éviter le désarroi des patients ou des professionnels, qui est d'avoir une meilleure anticipation avec les industriels et pour mettre en place des stratégies alternatives. C'est la solution, ça, Renaud Nadjaï, l'anticipation des besoins, d'autant que la consommation de médicaments augmente de plus en plus. Oui, parlons-en. Là, j'ai la liste de 40 laboratoires, fabricants de produits, de médicaments, 580 produits, avec les taux de satisfaction ou de disponibilité auprès d'un répartiteur, voilà, qui va de 9% à 99%. C'est inacceptable.
que l'on soit dans un système de quotas, que le répartiteur qui a l'obligation, dans les 72 heures, au plus tard, de me fournir le traitement, de n'avoir une réponse que pour 9% de ses besoins. 9%. Donc, alors comment est-ce qu'on gère ce problème-là? Et comment est-ce qu'on va choisir, nous, pharmaciens, devant le patient, la personne sur 10 qui aura mérité le bon traitement, quoi. Enfin, de quel droit? Vous en êtes là aujourd'hui, il faut faire des choix. Ça peut avoir des conséquences dramatiques sur... Eh bien oui. Eh ben oui, et c'est tous les jours. Il y a aussi cette histoire avec aussi des dispositifs médicaux qui aujourd'hui posent un réel problème et qui deviennent un levier économique de commercial en termes de présence sur un marché, alors qu'on a ça va faire réagir, j'imagine, les parlementaires. Vous découvrez cette situation, Jean-Pierre Decolle? Alors, je ne suis pas issu de la profession de santé. Je suis professeur de mathématiques. Donc, j'ai un regard peut-être un peu distant de toute cette problématique. J'ai découvert. Alors, je constate aussi qu'il y a probablement une nécessité d'une meilleure information entre les partenaires. C'est ce que les États-Unis ont réussi et que nous devons probablement mettre en application également, au-delà des relocalisations. Je crois que là, il y a une nécessité de favoriser aussi les consultations au niveau des gestions de stock. Aux USA, il y a une inspection qui fait un travail important et qui est respectée. On accepte que les stocks soient inspectés, vérifiés et qu'on en ait une vision synthétique. C'est pas le cas en France. C'est compliqué de savoir, de connaître les stocks des laboratoires pharmaceutiques. Je crois que c'est une des carences de notre système. Martine Berthet. Il existe déjà quelques outils qui ont été mis en place ces dernières années, comme le DP Rupture au niveau des officines, qui fonctionne très bien et qui est un lien entre les industriels et la pharmacie d'officine pour connaître et anticiper. Il y a aussi les patients qui petit à petit se sont habitués à faire du stock quand le médicament est disponible. Malheureusement. C'est peut-être pas non plus justement une très bonne solution. Ce n'est peut-être pas idéal non plus. Et puis bien sûr, le travail qui est fait au niveau de la Haute Autorité de Santé. Mais il y a aussi, je pense, des ruptures importantes, de plus en plus importantes au niveau hospitalier. Et là aussi, certainement, des process à revoir, notamment dans les lancements d'appels d'offres. Et le fait qu'il n'y ait souvent qu'un fournisseur de retenue pénalise énormément les hôpitaux derrière. Je pense que ça devient très très critique pour les hôpitaux et il y a quelque chose à faire là aussi. Catherine Rumeau-Pichon, on parlait d'anticipation. Il y a d'autres pistes à explorer pour ne pas avoir à être confronté à ce type de situation de pénurie? Je crois que Madame l'a beaucoup dit, c'est-à-dire que ça dépend aussi beaucoup de la taille des marchés, que ce soit en volume ou en valeur. Et le niveau européen est probablement vraiment un niveau de réflexion importante pour qu'il y ait une harmonisation aussi des relations, y compris avec les industriels, et pour pouvoir faciliter le flux de Ils sont prêts à jouer le jeu aujourd'hui, ces industriels, selon vous? On entendait parfois un peu d'opacité sur les stocks. Non, je pense qu'ils sont prêts à jouer le jeu. Ils se positionnent de telle manière qu'on arrive à gérer ces difficultés qui, parfois, encore une fois, sont liées à des difficultés de fabrication ou de problèmes sur les matières premières et qui ne sont pas strictement imputables, malheureusement, à l'industriel. Ouais. Le président du LEM estime à 20% des ruptures la part purement industrielle. Voilà. Donc il reste quand même 80%. Hein. Donc il y a quand même un problème à souligner, oui, très bien, et que évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de sécurité du médicament, et tant mieux que l'on puisse bien en amont arrêter un produit qui potentiellement pourrait être dangereux ou qui ne correspondrait pas aux critères d'évaluation. Mais ce n'est que 20%. Et ben dans 80%, il y a autre chose. Et le autre chose, croyez-moi, c'est pas le pharmacien d'officine, c'est sûr. Je ne suis pas sûr que le répartiteur, enfin tous les répartiteurs en majorité, soient directement responsables. Et je ne suis pas non plus sûr que ce soit l'industriel. Mais par contre, une chose est sûre, Madame l'a dit, et je partage à 3000%,
c'est que tant qu'il y aura un marché plus rentable que le nôtre, eh ben on aura l'envie d'aller vers ce marché-là, et c'est naturel et humain. Le colloque qui se tient toute la journée d'aujourd'hui s'intitule « Comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique ». Alors tout d'abord, qu'est-ce que ce nouveau contexte change pour l'audiovisuel public, celui du numérique? Ça change tout. Le numérique change tout pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je fais cette remarque en aparté. Mais pour l'audiovisuel, c'est encore plus important puisque le numérique est le nouveau vecteur des images, des émissions, des programmes. Et donc l'audiovisuel est en priorité forcément impacté. D'ailleurs, audiovisuel public comme audiovisuel privé. Et à l'heure du numérique, il faut repenser tous les bouleversements. C'est la digitalisation des entreprises, des nouveaux modes organisationnels, c'est des nouveaux supports pour regarder la télévision, c'est des nouveaux formats, des nouvelles écritures aussi pour l'ensemble des programmes qui peuvent être proposés au public. Et c'est aussi le numérique dans un contexte mondialisé, la mondialisation s'impose à nous, ce sont de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs, notamment ces puissantes entreprises extra-européennes, les géants du numérique, qui se sont immiscés dans nos paysages audiovisuels en Europe et qui deviennent des acteurs concurrentiels, très fortement concurrentiels. Donc il faut s'organiser et il faut aussi faire évoluer notre modèle de manière à garantir notre diversité culturelle, nos spécificités en matière aussi d'information. Justement, ce matin, il y a eu notamment une table ronde où on a pu avoir un certain nombre d'exemples européens. Comment s'en sortent nos voisins européens et de quelle façon peut-on s'inspirer du meilleur? Plutôt mieux, je dois dire, parce que l'ensemble des audiovisuels publics qui étaient représentés ont opéré leur mue, ont fait leurs réformes, après des débats, bien sûr, je pense à la Suisse par exemple, des débats importants, mais ils ont bougé. Et nous, il est plus que temps que nous bougions, que nous ayons ce courage et cette audace, parce que si on n'y va pas, c'est la survie de notre modèle elle-même qui peut être en danger. Et d'ailleurs, ces mêmes intervenants ce matin ne m'ont pas caché si la France n'y va pas franchement, ce sera un problème pour nous parce que la France, c'est au cœur de l'Europe, c'est la culture, c'est la francophonie. Donc c'est un modèle aussi particulier. Et ils nous ont expliqué à quel point il était important que l'ensemble des audiovisuels publics européens travaillent main dans la main pour pérenniser encore une fois un modèle dans un monde qui devient de plus en plus homogénéisé à l'anglo-saxonne. Et si on n'y prend pas garde, voilà ce qui risque de nous arriver, d'où l'urgence de la réforme. Oui, très vite. Donc justement, le contexte de la réforme de l'audiovisuel public, on a eu un sondage ce matin, on a vu qu'un certain nombre de Français confondent même l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé. Ça montre qu'il y a un problème d'identification de l'audiovisuel public aujourd'hui. Tout à fait. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'ils reconnaissent certaines vertus à l'audiovisuel public en matière de mission éducative, mission d'informer, mais en même temps, ils ne distinguent pas très bien dans l'offre audiovisuelle, même s'ils distinguent ce qu'est une chaîne de l'audiovisuel public, mais ils ne distinguent pas très bien la différenciation en matière de programme, surtout en matière d'information. Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly d'avoir répondu à mes questions et je vous laisse donc regagner ce colloque qui continue à se tenir au Sénat aujourd'hui. Merci à vous, Tam. Et on va poursuivre ce débat en plateau avec vous, Dominique Vérien. Bonjour, merci d'être avec nous. Sénatrice centriste de Lyon. J'accueille également sur ce plateau Nathalie Sonac. Bonjour. Vous êtes membre du CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par ailleurs, professeur des universités. Bienvenue à vous. Et David Assouline est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Paris, vice-président du Sénat. Première question pour vous, David Assouline, puisque l'intitulé de ce colloque, c'est « Comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique ?» Il a besoin réellement d'être réenchanté, l'audiovisuel public aujourd'hui? Pas plus que l'ensemble de l'audiovisuel. Je pense qu'il faut toujours réenchanter, ou sinon on recule. Mais je trouve qu'il y a des choses justes qui sont dites en termes de réformes nécessaires, en termes de modernisation, en termes de créativité, mais qu'il y a un mauvais procès qui est fait à l'audiovisuel public. Lequel, David Assouline? Parce qu'on a entendu des critiques assez dures, justement, de la part de d'abord nos voisins européens. le sondage, on pose des questions, on peut interpréter les réponses de vraiment différentes manières, mais il y a un autre sondage, le baromètre IFOP, sur l'audiovisuel public, qui dit exactement l'inverse, sur la perception, etc. On va le voir peut-être, ce sondage Opinionway, où en fait on voit le niveau de satisfaction des Français qui n'est pas totalement... Oui, mais sur la distinction, etc. Non, moi, par exemple sur le numérique, l'audiovisuel public a, depuis maintenant pas mal de temps, avec retard,
mais en tous les cas depuis pas mal de temps, fait d'énormes efforts. Et avec des succès incroyables. L'audiovisuel public, c'est aussi la radio, qui est quand même quelque chose de très important, Radio France. On en parle moins, mais c'est des millions de podcasts qui sont regardés, et dans des domaines pointus, entre guillemets. Les émissions de philosophie de France Culture, mais c'est incroyable l'appétit qu'il y a à voir ça, et comment ça a été mis en valeur par l'audiovisuel public. A fait pareil, a fait beaucoup d'efforts aussi en termes de rationalisation, parce qu'on sort d'une fusion de sociétés différentes. France Télévisions, c'était plusieurs sociétés différentes, ce qui veut dire, quand on doit les fusionner, des problèmes sociaux, des problèmes de conventions collectives, des problèmes de synergie nouvelle, et dans le même moment, une révolution numérique où on peut voir qu'y compris en termes de propositions, c'est venu du service public de faire une plateforme commune avec M6 et avec TF1 pour essayer de résister aux GAFA. Donc, je trouve qu'il y a des mauvais procès, mais je vais intervenir tout à l'heure, je le dirai. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais pas avec l'idée qu'on va réduire les moyens. Si on veut continuer dans la révolution numérique avec force, il va falloir investir de façon énorme. Il faut un budget, effectivement. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, donc l'heure est à réduire les moyens. Si on dit, et je suis d'accord que sans la révolution numérique, l'audiovisuel public peut disparaître, alors on met les moyens, et ce sont des moyens d'investissement qui doivent être continus, parce qu'on ne sait même pas aujourd'hui quels seront les usages et les technologies de l'image, etc., dans 10 ans. Donc, il faut donc anticiper. Dominique Vérien, ce virage du numérique, puisqu'on voit que les avis sont partagés, l'audiovisuel public a su le prendre, puisqu'on entendait André Gattolin, qui était un peu plus sévère que David Assouline à l'égard justement de ce qui se fait en France. A su le prendre, a commencé à le prendre, c'est évident. Et c'est vrai qu'il y a une plateforme qui commence à essayer de s'organiser. Mais objectivement, on est quand même très en retard pour pouvoir contrecarrer Netflix qui arrive. Et puis aujourd'hui, alors en plus on a un vrai souci sur le numérique, c'est-à-dire qu'on a une France à 2 vitesses. Moi qui suis en zone rurale, toute l'offre numérique, je n'en dispose pas, puisque je n'ai que la télévision hertzienne. Alors pour autant, depuis que je suis à Paris, j'ai découvert la télévision numérique, mais on voit qu'effectivement, on a des usages aujourd'hui très différents, on veut aller chercher des contenus, et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que l'organisation telle qu'elle est faite prévoit ces nouveaux usages. Je pense que demain, la télévision publique, on ne se posera plus la question de savoir si c'est France 4, France O, France... Il y aura une France Télévisions et on voudra aller chercher du cinéma, du programme jeunesse, de l'information, et en fait, on sera sur un ordinateur qui s'appellera un écran, et on ira cliquer dans information ou dans région, je veux telle région, Bourgogne-Franche-Comté, je veux telle sous-région, Yonne, etc. Et on trouvera des contenus. Et là, effectivement, ça demande une nouvelle organisation pour que tout le monde travaille ensemble sur ces nouveaux contenus. Et donc, profitons de cette révolution technique pour pouvoir avancer et faire une vraie révolution sociologique aussi de la façon d'aborder la télévision et l'audiovisuel d'une façon générale. Quel rôle pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, justement, dans cette révolution numérique, dans cette modification des comportements de consommation, justement, de l'audiovisuel ? Je pense que, clairement, le cadre, dans la mesure où tous les acteurs sont impactés par cette révolution numérique, alors qui couvre beaucoup de choses. En tout cas, le cadre, lui aussi, doit s'adapter pour une régulation qui doit être beaucoup plus souple dans un moment plus large. Moi, je rebondis tout à fait ce que vous disiez, parce que derrière révolution technologique, derrière révolution numérique, il n'y a pas que la révolution technologique, même si elle est centrale. On a une révolution aussi économique. Cette révolution économique se traduit par la présence de nombreux nouveaux acteurs, principalement étrangers, qui entrent en concurrence directe avec les chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Ces nouveaux acteurs qui entrent ne participent pas au financement de la création, bénéficient, si j'ose dire, d'une véritable asymétrie de règles, à la fois des règles réglementaires et des règles fiscales. Deuxième révolution.
Troisième révolution en parallèle, c'est effectivement aussi la révolution d'usage. On a aujourd'hui un consommateur, un téléspectateur qui, quels que soient les secteurs d'activité, l'audiovisuel compris, est au centre d'un nouvel écosystème. Et lui veut consommer quand il veut, où il veut, sur n'importe quel support, un ensemble de contenus, quelle que soit finalement l'origine de ces contenus, là encore, qu'elle soit publique ou privée. Il y a un point qui est central, c'est ce que vous disiez à l'instant, madame, c'est que 25% aujourd'hui des foyers n'accèdent à la télévision que par la TNT. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est encore, et c'est une chance, dans une phase de transition. Et cette phase de transition, elle doit absolument être accompagnée. Certainement là, le CSA, entre autres, a un rôle fondamental d'accompagnateur de ces transformations pour pouvoir parvenir d'une part à ce que tout le monde soit connecté, ça c'est le rôle du législateur et évidemment des opérateurs, à mettre les nouvelles technologies en place très rapidement pour que chacun puisse, sans discrimination, pouvoir accéder à une offre large et enrichie. Le deuxième élément qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas un écosystème tout seul, alors on compare avec l'Angleterre et l'Allemagne. L'ensemble des secteurs publics en Europe sont transformés, sont bousculés, sont impactés par ces triples révolutions et tous sont touchés. L'Allemagne a modifié sa redevance. L'Angleterre, on parle d'un modèle, mais c'est une redevance qui est la double de la nôtre, avec un changement de régulation, avec un changement de régulateur, avec un changement de gouvernance. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait chez nos voisins européens? David Assouline, on sait que c'était à la thématique de ces tables rondes ce matin. Oui, mais justement, si on regarde ces expériences à l'étranger, elles disent pas ce qu'on veut nous faire dire dans certaines réponses que j'ai entendues dans le reportage tout à l'heure. Effectivement, la redevance est plus chère partout, ou comparable avec la France, oui. Grande-Bretagne. Or, on nous dit ici qu'il ne faut pas l'augmenter. La redevance devient universelle. Grande-Bretagne, Allemagne, c'est tous les foyers payent, voilà, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, si la réforme, pour ce qui est du financement, c'est celle de ne pas avoir comme dogme, on n'augmente pas la redevance, et on ne la rend pas universelle parce que ça va faire des mécontents et que les Français ne sont jamais d'accord avec une augmentation même minime, si c'est la démagogie, eh bien, on ne va pas répondre à la question. Ensuite, il y a une deuxième, parce que si on va chercher de l'argent, c'est qu'il y en a besoin. Est-ce que la réforme veut dire chercher des économies parce qu'on dépense trop? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des économies, bien entendu, dans les synergies. Est-ce qu'il faut quand même que le secteur de l'audiovisuel public fasse un effort pour qu'on identifie bien justement son offre? Parce qu'il y a quand même ce sondage où, notamment auprès des jeunes, c'est un petit peu flou. Ils confondent à la fois TF1, le service public, ils ne savent pas trop où situer le curseur. Il faut vraiment qu'on puisse aujourd'hui identifier ce qu'est un service public de l'audiovisuel. Pour ça, il faut des moyens. Parce que c'est quoi la différence? Ça sera la qualité. Ça sera la qualité. Or, c'est vrai qu'avec des nouvelles technologies, des fois, on fait des économies de coûts. En termes, peut-être, il y a des caméras qui sont bons, etc., de prise de son, de tout ce que vous voulez. Mais la révolution numérique, c'est aussi d'autres coûts. Et donc, de toute façon, tout ce que l'on réussira à faire comme économie par des synergies, par de la rationalisation, ne sera pas suffisant pour les investissements nécessaires dans les nouvelles technologies. Donc moi, je dis, non seulement il ne faut pas baisser le financement, mais nous allons être obligés de l'augmenter si on veut tenir la promesse. Est-ce que vous êtes d'accord que l'audiovisuel public doit pouvoir résister de redevance notamment? Est-ce qu'il faut maintenir le statu quo? Il est clair qu'aujourd'hui, c'est profondément injuste. Seules les personnes qui ont un téléviseur payent la redevance, alors qu'on sait bien que, justement, tous les contenus sont consommés par tout le monde, y compris sur des ordinateurs. Donc, qu'elle soit généralisée, au contraire, qu'elle soit augmentée... Ça, c'est après, en fonction du projet, on regarde de combien on a besoin. Mais objectivement, déjà, le fait de l'élargir à tout le monde, ça va de toute façon être des rentrées supplémentaires. Donc, je pense qu'elle a effectivement besoin. Et après, il faut, là encore, toujours regarder à quoi ça sert. Ça peut servir à l'accompagnement, parce qu'il y a un vrai accompagnement vers des nouvelles méthodes. Il est clair qu'on ne travaillera plus, vous ne travaillerez plus, comme on travaillait jusqu'à présent. Aujourd'hui, on le voit bien, et quand on parle aussi des rapprochements France 3, France Bleu, on voit bien qu'il va y avoir beaucoup plus
multidiscipline en fait, où chacun va devoir à la fois savoir interroger, écrire, filmer, et donc ce qui peut rendre aussi le métier plus intéressant, mais qui nécessite de faire évoluer les gens. Donc là, il y a un besoin au niveau de la formation. Et après, il y a deux besoins financiers qui sont le besoin d'investissement, et notamment d'investissement en matière de création. Et c'est là qu'on a ce problème effectivement par rapport à la concurrence étrangère qui peut venir, et d'investissement par rapport au fonctionnement. Et on le sait, en règle générale, c'est souvent sur le fonctionnement qu'on demande de faire quelques économies. Peut-être ce n'est pas complètement de la concurrence étrangère qui peut venir, la concurrence étrangère qui est déjà là. Et c'est là la disruption qui est majeure, c'est que ils sont là, ils sont présents. Aujourd'hui, Netflix, c'est 3,7 millions d'abonnés. Donc ça signifie que lorsque je regarde un abonnement, je suis abonné à Netflix, eh bien, je n'ai pas forcément les moyens de m'abonner à un autre service, et notamment un service national. Mais l'enjeu est majeur, et je trouve qu'on a une chance extraordinaire finalement, parce que je trouve que les gens sont beaucoup trop pessimistes. Nous avons une chance extraordinaire. Déjà, on se situe dans l'Europe. Et l'Europe vient récemment, et ça sera voté et signé à l'automne 2018, présenter un cadre qu'on appelle la directive des services de médias audiovisuels, qui est un nouveau cadre. Et dans ce nouveau cadre, il y a deux avancées majeures. La première avancée majeure, c'est que nous intégrons, dans ce cadre-là, sont intégrés dans ce cadre-là, les nouveaux acteurs, que sont les plateformes de vidéo. Et là, elles auront des obligations. Alors, les plateformes de vidéo de partage, de streaming et des réseaux sociaux. Elles ont, pour celles-ci, spécifiquement l'obligation de remplir les règles qui sont les règles de nos valeurs, parce que la télévision est une fois encore un média économique, c'est un bien économique, c'est une industrie, mais aussi qu'il y a une spécificité. La spécificité, c'est qu'elle est vecteur de démocratie. On ne parle pas des médias comme des boîtes de petits pois. Et donc il faut bien véritablement marcher sur ces deux jambes. Et le CSA est le garant de ces deux jambes-là, à la fois une jambe économique et juridique, mais aussi une jambe sociétale. Donc la directive SMA intègre ces nouveaux acteurs et les oblige à se protéger, discours contre la haine, protection des jeunes, etc., etc. Et puis une deuxième avancée aussi, qui est celle que lorsque des services de médias audiovisuels à la demande, tels que Netflix, qu'elles soient installées, quel que soit dans n'importe quel pays européen, et qui véritablement ciblent un État spécifique, Netflix qui serait installé en Irlande, ou Google installé en Irlande, et puis de par un service de médias audiovisuels à la demande, viendrait cibler directement notre territoire, là, elle aura des obligations de financement et d'exposition des œuvres. Donc on voit bien que ça, c'est un premier champ qui est important. Et le deuxième champ, c'est protecteur. Non, pas simplement protecteur, non. D'élargissement de l'écosystème à tous les acteurs, dont les acteurs étrangers. Et le deuxième point qui me semble important, c'est que l'avenir est devant nous. C'est-à-dire qu'on a tout à construire. Aujourd'hui, la réforme est en réflexion. Beaucoup de gens réfléchissent. Le Sénat, aujourd'hui, je pense que c'est fantastique, ça participe à la réflexion. L'Assemblée nationale, de nouveaux projets, là aussi, de nouvelles réflexions vont être mises sur la table. Ensuite, après, effectivement, au pouvoir public à avancer, à être effectivement courageux pour embarquer sur ces nouvelles réformes. Parce qu'on avait effectivement, on a reçu à la commission de la culture le responsable de Canal+, qui nous expliquait que, étant installé en France, il avait effectivement un certain nombre d'obligations, notamment dans le financement du cinéma, et que ces obligations, aujourd'hui, Netflix n'avait pas à les respecter. Donc le fait que demain, on puisse mettre sur un pied d'égalité ces sociétés étrangères par rapport aux sociétés françaises me paraît indispensable. Mais véritablement, l'asymétrie, qu'elle soit réglementaire ou fiscale, est injuste. Toute discrimination, de toute façon, est injuste. Et ça, ce rétablissement-là, il est indispensable. Il va être mis en place, et il est mis en place par la directive lorsqu'on l'implémentera dans la loi. Et puis ensuite, à nous, pays national, de faire les bonnes réformes pour pouvoir avoir l'audiovisuel que nous souhaitons. Moi, je pense que l'essentiel, c'est qu'est-ce que nous voulons. Justement, David Assouline, on a commencé ce débat avec cette question sur un réenchantement de l'audiovisuel public, pour finir sur une note d'optimisme, puisque Nathalie Sonac rappelle justement qu'on est au début de la réflexion, on est encore dans le champ du possible, il y a encore justement une chance de rattraper ce retard, même si vous estimez qu'il n'est pas là. Non, moi au contraire, je suis très optimiste. C'est-à-dire que je ne commence pas par dire que mon chien a la rage pour pouvoir le supprimer. Donc au contraire, je veux d'abord m'appuyer sur ce qui est positif dans l'audiovisuel public et ensuite voir tout ce qu'il y a à améliorer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Le débat est posé à son juste endroit ici, parce que on a parlé de l'audiovisuel public, alors que nous devons penser l'écosystème global, c'est-à-dire l'audiovisuel et privé et public. Et si on réfléchissait comme ça,
puisqu'il y a une concurrence entre le privé et le public. Et très souvent, moi, je suis un défenseur du service public, j'ai essayé de voir comment les choses s'équilibrent et que le service public ne soit pas lésé dans cette concurrence. Je pense que nous devons tous nous élever à un niveau, c'est que faire un pacte audiovisuel public, audiovisuel privé, tous les acteurs qui n'arrêtent pas de se taper dessus, producteurs face aux auteurs, éditeurs face aux producteurs, public, privé, privé entre eux, chaîne avec abonnement, chaîne gratuite, etc. Ça n'arrête pas. Or, pendant ce temps-là, qui se gave? Les GAFAM. Et donc, il faut aujourd'hui, parce que c'est le nouvel écosystème, qu'il y ait un pacte global et qu'on revoie la loi de 86 pour redéfinir les nouvelles régulations de cet écosystème. Et là, on peut penser le service public dans ce nouvel écosystème. Quelle est la valeur ajoutée du service public, sa spécificité, et essayer, puisque nous sommes, enfin moi et il madame... Il faut s'unir pour peser dans le débat, non, ce sera et se dire, ce serait bien qu'encore, ce soit le service public qui donne le là de cet écosystème, donc le renforcer et pas l'affaiblir.